de suite. Je m'appelle Olivier, je suis à la maîtrise en sciences forestières ici, et on m'a gentiment proposé un couteau à la gorge de faire l'animation ici. Alors, c'est avec plaisir que je suis ici. Donc, c'est maintenant la partie concours ma thèse en 180 secondes, qui vient aussi avec un prix de 180 $ pour le gagnant, un prix qui est présenté par le CF et le CRMR. Donc, ma thèse en 180 secondes, mais il y a aussi des gens à la maîtrise, donc mon mémoire en 180 secondes aussi, c'est accepté. Pas de discrimination ici. Donc, en gros, on veut, en 180 secondes, intéresser le public à son projet. On veut convaincre de l'importance du travail, de la pertinence du travail. Et le tout dans des termes simples, mais sans être trop simpliste non plus. Donc, c'est quand même un assez gros défi en 180 secondes. Alors, bonne chance à tous les participants. On a aujourd'hui 7 participants. Je ne vais pas les nommer tout de suite. Ils vont être pigés au hasard et on va nommer, présenter. Vous allez pouvoir vous présenter à l'avant et y aller avec votre 3 minutes. Donc, je vais tout de suite avec les règlements. C'est assez simple. Il y a une seule diapositive de permise. Elle va être mise pendant toute la durée de la présentation à l'écran. Ensuite, la présentation est limitée à 3 minutes. Si vous dépassez les 3 minutes, vous allez devoir arrêter de parler, vous allez être interrompu. Et les présentations, se font en français. Ça devrait être assez simple. L'ordre des participants, comme je l'ai dit, va être tiré au hasard. On a les noms ici, on va les piger au fur et à mesure. Et on a avec nous 3 juges qui ont déjà été présentés, Marcel Darvaux, et Bernard Riedel. Également Alison Monson, qui est également professeur ici à la faculté. Maintenant, il y a une étudiante d'Alison qui va présenter pour ne pas être biaisée. Elle va être remplacée pendant cette présentation par Louis Bernard. Donc voilà. Et il y avait quelque chose d'autre que je voulais dire. Voilà. Donc les juges vont juger des 7 participants selon 3 grandes classes. On n'ira pas dans les détails, mais la vulgarisation, l'enthousiasme et la qualité de la communication. 3 critères qui ont le même poids. Donc, à vous de bien doser. Donc, oui. Ah oui, et également, je voulais mentionner, si vous avez mis ça. Ah voilà, et non. Donc, du CEF, on a André Gagné au chronomètre, on a Pierre Racine à la caméra et Natacha Fontaine à l'ordinateur et organisation également. Donc, merci à tous. Voilà. Alors, c'est maintenant le temps de commencer. J'imagine que tout le monde est prêt, que tout le monde est présent. Alors, Parce qu'on avait un comptable de la firme de loi pour vérifier. Ah oui, non, ça c'est 100%. On a les 7 noms et on peut voir tout est bien fait. Alors, on va commencer. Roxane Maillot. C'est bien Maillot. Oui. Je suis prête. Alors, en milieu agricole, il y a inévitablement de l'érosion qui amène des sédiments, du phosphore et de l'azote dans l'eau qui vont être exportés hors champ et qui vont dégrader la qualité de l'eau. Il y a plusieurs avaloirs, plus de 8000 en fait, utilisés au Québec qui servent à justement prévenir cette dégradation de la qualité de l'eau. Donc, vous avez l'avaloir ici. Par contre, l'avaloir serait mal dimensionné parce que son taux de sédimentation ne serait pas assez efficace. En fait, un avaloir, c'est un tuyau avec des trous dedans, placé à la verticale dans un fossé agricole. Et lorsqu'il pleut, l'eau avance dans le fossé et est bloquée par le remblai, ce qui fait que l'eau doit passer absolument par les trous de l'avaloir pour continuer son chemin. Donc l'eau s'accumule devant le remblai et les sédiments, le phosphore et l'azote peuvent se déposer dans le fond. Selon la revue de littérature, en conditions contrôlées, le taux de réduction des sédiments est de 80%. Ils ont également testé l'écumoire qui a eu un taux de 90% de réduction des sédiments. L'écumoire est le même principe que l'avaloir, mais retient l'eau beaucoup plus longtemps, ce qui permet une sédimentation beaucoup plus efficace. Donc, le but était d'évaluer les fossés avaloirs en milieu agricole québécois. Donc, l'hypothèse était que l'écumoire aurait un taux de réduction des sédiments beaucoup plus efficace.
Donc, on avait le standard, l'équimoire et un fossé témoin. Une fois que l'eau avait circulé dans l'avaloir ou dans l'équimoire, le débit était mesuré et des échantillons d'eau étaient prélevés. Ce qui fait qu'on peut obtenir ici, vous avez une courbe du débit par rapport au temps d'un événement pour vous montrer la réaction du débit pour chacun des fossés. Donc en rouge, vous avez celui du témoin, et lorsqu'on le compare avec le standard en vert, on se rend compte que le débit de pointe, il n'y a pas une grosse différence. Tandis que si on compare le débit de pointe de l'équimoire en bleu ainsi que du témoin, on se rend compte qu'effectivement, il y a une plus grosse différence. L'eau est retenue beaucoup plus longtemps, ce qui diminue le débit. On a fait un calcul qui tient compte du débit ainsi que de l'analyse des échantillons d'eau afin d'obtenir un taux de réduction des sédiments de 23% du standard ainsi que de 38% de l'équimoire. Donc, l'étude était en conditions réelles. Donc, on se rend compte que le taux de réduction des sédiments est beaucoup plus faible que celui dans un environnement contrôlé. Donc, pour le standard, effectivement, il ne retient pas les sédiments autant qu'on pensait. Et puis, pour l'équimoire, ce qui était une solution miracle pour le milieu agricole, parce qu'il n'est pas encore utilisé, eh bien, oui, il retient les sédiments, mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est que la part en azote libérée par l'équimoire était considérablement augmentée. Donc, il y a un problème, il y a quelque chose qui se passe là. Donc, c'est pas noir ou blanc, mais les aménagements hydro-agricoles, c'est pas nécessairement aussi miraculeux qu'on l'aurait pu penser. Ouais. Alors, juste une petite parenthèse, je me suis aperçu en m'assoyant que j'avais omis de présenter plus en détail Roxane. Ça ne se reproduira pas pour les prochains candidats, mais juste un petit détail, si vous n'avez pas remarqué sur la diapositive, c'était bien présenté, FSA maîtrise avec Sylvain Jutras, et vous aurez compris, c'était assez clair, le sujet de sa maîtrise. Alors, on va tout de suite passer au prochain candidat. Donc, Mathieu Bélan. Et cette fois-ci, je vais présenter comme il se doit. Donc, Mathieu Bélan est ici, qui fait sa maîtrise avec Evelyne Tifo sur les bois mal aimés, donc les brûler pour mieux les rentabiliser, avec un point d'exclamation. Ça, c'est le micro. Oui, il va être plus long. Excellent. OK. L'argent, moi, c'est ce dont je vais vous parler. Pourquoi? Parce que c'est ça qui gère le monde de nos jours, c'est l'argent qui gère le monde. Donc, moi, j'ai trouvé ça très intéressant comme sujet de recherche. Je ne sais pas si vous vous rappelez, sur la Côte-Nord cet automne, il y a eu une crise, en fait, une mini-crise. Les industriels de la Côte-Nord disaient que le bois coûtait trop cher. Ils se sont un peu chicanés avec le ministère par rapport à ce qui valait sur le marché, entre autres à cause de la tordeuse de bourgeon de l'épinette, l'insecte ravageur que vous connaissez. Bien, moi, c'est entre autres ça mon sujet. Je vais parler des bois mal aimés. Le bois qui provient de la tordeuse de bourgeon de l'épinette est le meilleur exemple qu'on peut avoir. C'est des bois qui ont peu de valeur. Donc voilà, moi je fais une analyse économique des bois mal aimés pour la bioénergie. J'ai deux volets dans ma recherche, deux hypothèses. La première, je me demande, est-ce que la bioénergie est capable de rentabiliser une exploitation des bois mal aimés qui sont à la base, qui n'ont pas grande valeur? Donc en fait, c'est simple de savoir si le coût que ça nous coûte d'aller les chercher par rapport à ce qu'on va être capable d'aller les revendre sur le marché, si c'est plus grand. Actuellement, je viens de commencer, mais avec la revue de littérature, j'ai l'impression que c'est plus le contraire qui va se passer. Cependant, je pousse un peu plus loin la réflexion, puis j'essaie de me projeter dans le futur, dans 5, 10, 25 ans peut-être. Regardez si un jour on va avoir les conditions au Québec qui vont justifier d'aller exploiter ces bois-là pour la bioénergie. Donc ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est de regarder quels sont les impacts économiques de l'implantation d'une usine de bioénergie dans une région sur les autres industriels. Donc, le but, si on implante une usine de bioénergie, c'est pas de faire planter les autres dans le coin, au contraire. Donc, c'est vraiment important de regarder ça. Jusqu'à date, ce que ça semble montrer, bien, en fait, là, il y a deux, comme toute région forestière, généralement, il va y avoir une usine de scierie avec une usine de pâte à côté. Moi, ce que je regarde, c'est l'interaction. Donc, avec la scierie, généralement, ça va bien aller, une usine de bioénergie et une scierie ensemble. Il y a une bonne synergie pour plusieurs raisons, mais les deux, ils reviennent ensemble. Par rapport aux pâtes et papier, là, par contre, c'est un bémol. Si le prix de l'énergie est bas, à ce moment-là, la bioénergie va favoriser les pâtes et papier et vice-versa. Cependant, si le prix de l'énergie monte assez, les deux vont se compétitionner pour la même matière première. Donc, avec la loi de l'offre et la demande, ça va faire en sorte que le prix
pour les ressources vont augmenter. Donc, même si on va faire une usine de bioénergie qui s'alimente uniquement de bois mal aimé, ce serait impossible. Il se prendrait aussi d'autres matières premières qui compétitionnent les pâtes et papiers. Puis finalement, les retombées de mon projet, c'est très intéressant. Comme vous savez, au Québec, dans les dernières années, les usines de pâtes et papier mangent la claque, en arrachent, ils ferment, ils ont une diminution de la production, ça c'est généralisé. Donc, ça fait en sorte qu'il y a un taux de chômage qui est élevé, il y a du bois de basse qualité en trop grande quantité sur le marché, puis la bioénergie permettrait de régler ça. Merci. Merci Mathieu. Juste une petite parenthèse pour dire que le gagnant va être dévoilé lors du cocktail. Donc j'invite tout le monde, comme Louis l'a mentionné plus tôt, à se déplacer dans la cafétéria du Abitibi Price après l'événement. Donc on va tout de suite passer au prochain concurrent, Jean-François Bourdon. Alors, Jean-François fait une maîtrise avec Louis Bernier sur l'utilisation de la télédétection pour évaluer la sévérité de feux de forêt dans une perspective de récolte de morilles en forêt boréale. C'est bien. Donc, la morille, c'est un champignon qui est très, très présent en gastronomie. C'est un champignon qu'on trouve partout dans le monde, que ce soit en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe, même en Australie. Un champignon qui est très, très courant. Est très, très couru par les amateurs de champignons. C'est un champignon qui est par contre souvent récolté en de faibles quantités. Malheureusement, c'est toujours un grand surprise quasiment de trouver des morilles en forêt parce qu'il faut passer beaucoup de temps à les chercher pour pouvoir en cueillir. Ça, c'est pour les morilles normales, mais pour les morilles qu'on dit de feu, les quantités récoltées peuvent être extrêmement grandes. Donc moi, c'est particulièrement ces morilles-là que je vais m'intéresser. Puis on a un bel exemple ici au Canada, par exemple dans l'Ouest canadien, il y a littéralement des hordes de cueilleurs qui, à chaque année, vont se ruer dans les feux de forêt pour cueillir, avec l'espoir qui est très bien fondé de faire énormément d'argent. Et là, on parle de plusieurs centaines de dollars qui est possible de faire par jour. Donc moi, mon but, en fait, c'est d'arriver à développer un outil qui permettrait de passer plus de temps à trouver des morilles plutôt que de les chercher, comme on fait beaucoup ici au Québec. Donc, en gros, ce qu'il faut savoir pour la morille, c'est que, comme on voit en A, la morille aime les sites qui sont particulièrement bien brûlés. Donc, il faut vraiment un sol minéral qui est exposé, donc un endroit où le feu a été extrêmement fort. Pour détecter ces zones-là, qui sont très propices pour la morille, j'utilise la télédétection. Donc, en B, ce que je fais, c'est que j'utilise des images satellites Landsat, qui sont des images dans l'infrarouge. Donc, au lieu d'avoir des images de visibles, comme un appareil photo va prendre traditionnellement, ben, c'est plutôt les bandes de l'infrarouge que j'utilise qui me permettent de mieux mettre en évidence les zones plus ou moins brûlées dans un feu. Ensuite, sur le terrain, ce que j'ai fait, je me suis tellement promené et fait comme un cueilleur frais, donc récolter des morilles, tout en géoréférençant par contre les champignons. Donc ce que ça m'a permis de produire par la suite, c'est un modèle me permettant de cibler des zones plus propices pour les champignons. Comme on peut voir ici, les zones en rouge sont des zones plus brûlées que des zones qui sont en jaune par exemple. Et donc on voit la taille des morilles, les endroits où il y a eu plus de morilles qui ont été récoltées. Donc j'ai fait ça sur environ 50 km en forêt. Et j'ai pu reprendre comme ça plus de 5000 morilles. Donc ce que ça me permet de faire, c'est une carte comme en haut, où on peut voir, je peux modéliser la probabilité de présence de morilles en forêt pour ainsi optimiser la cueillette et passer plus de temps donc, à cueillir plutôt qu'à marcher en forêt. Tout ce qui nous manque au Québec actuellement, c'est en fait des beaux gros feux de forêt, parce que ces 2 dernières années, ça a été assez pauvre. Moi, je trouve ça décevant. Merci. Merci Jean-François. On va maintenant passer à Damien Mathis. J'invite à l'avant. Damien Mathis fait un doctorat sous la direction de Pierre Blanchette sur le développement de nouveaux matériaux de haute inertie thermique à base de bois et matériaux à changement de phase. À toi la parole. En cette période de changement climatique, l'économie d'énergie est de mise. Bonjour. On consomme chaque jour une part importante d'énergie pour les besoins en chauffage. Je propose de réduire ce besoin en chauffage, concrètement de réduire votre facture de chauffage.
Pour ce faire, je propose de mettre dans les murs des maisons des sortes de batteries thermiques. J'explique. La journée, le rayonnement solaire entre par la vitre, réchauffe la pièce et va stocker de l'énergie dans les murs. La nuit venue, les murs restituent l'énergie à la maison, limitant ainsi les besoins en chauffage. C'est bien beau, mais comment faire ces batteries thermiques? J'invoque les matériaux à changement de phase. Un matériau à changement de phase est un composé qui stocke beaucoup d'énergie lors d'un changement de phase. Par phase, j'entends liquide, solide ou gazeux. Prenons un exemple concret. Qui plus est, un ami à l'heure de l'apéro, un glaçon. Lorsque vous placez un glaçon dans un verre de Morito, le glaçon va finir par fondre puisqu'il reçoit de l'énergie de la part du Morito qui était plus chaud que lui. Ma thèse, c'est un peu un glaçon dans un verre de Morito. Le glaçon, en fondant, emmagasine de l'énergie. À l'inverse, de l'eau, en se solidifiant en glace, va relâcher de l'énergie. Ce que je propose, c'est de mettre dans les murs des maisons un composé non pas qui fond à 0 degré comme l'eau, mais qui fond aux alentours de 20 degrés la température de confort intérieur. Ainsi, le composé, durant la journée, va se liquéfier dans les murs, emmagasinant de l'énergie, et la nuit venue, il va se solidifier, restituant de l'énergie à la pièce. Alors vous allez me dire, lui, des batteries thermiques, il va encore aller nous chercher des matériaux sales à l'autre bout de la planète. Eh bien non, cher public, puisque j'ai décidé d'inscrire ma thèse dans une démarche de développement durable. Le matériau à changement de phase que j'ai choisi d'utiliser est la glycérine. C'est un matériau c'est un composé qui peut être issu de ressources végétales et qui est même un déchet pour certaines industries. Cette glycérine, je prévois de l'insérer dans du bois. Mes batteries thermiques seraient des panneaux en bois contenant de la glycérine. Une technologie propre et durable. Alors bien sûr, ce n'est pas si simple. Les problématiques liées à mon sujet sont la durabilité de ces panneaux en bois et l'étanchéité de ces panneaux en bois. Il ne faut pas que les glycérines s'en aillent. Il faut bien comprendre que le Soleil est une ressource inépuisable. En plusieurs milliards d'années, il n'a pas pris un seul jour de congé, le Soleil. C'est une ressource en période de réchauffement climatique qu'il faut absolument s'astreindre à récupérer parce que notre avenir en dépend. Merci. Merci beaucoup, Damien. Alors, on va passer tout de suite au prochain. Antoine Kobulet. Alors, Antoine est également, pour être original, au doctorat avec Pierre Blanchette. Son sujet est la caractérisation des mécanismes naturels de vieillissement du bois. À toi la parole. Alors maintenant, nous allons parler de vieillissement. Et pour changer un petit peu, ça ne va pas être nous, les êtres humains, les vedettes, mais bien entendu, le bois. Car oui, le bois aussi peut vieillir, mais d'une manière bien différente que nous, êtres humains, vieillissons par oxydation de notre corps, avec apparition de rides et de tout ce qui s'ensuit. Non, le bois, lui, va vieillir par son environnement. Alors la lumière va avoir un rôle primordial. En effet, les photons, l'énergie du soleil peut arriver à disloquer les molécules qui sont contenues en bois. Un peu comme un coup de soleil. Il ne faut pas oublier non plus les moisissures, les pourritures. Je pense qu'on a tous vu ces bois entièrement envahis par les champignons. Et attention de ne pas les manger ceux-là, parce que ça pourrait faire des choses bizarres. Alors, aujourd'hui, il existe des moyens de protection pour le bois. La plus connue étant l'utilisation de revêtements, qui rend tout simplement le bois opaque à son environnement. Mais finalement, ils atteignent tous une limite. Car savoir quels sont ces mécanismes de vieillissement, c'est bien, mais ce n'est en aucun cas les comprendre et c'est encore moins les maîtriser. Et c'est donc ça, mon sujet de recherche, comprendre ces mécanismes de vieillissement. Vous ne serez alors pas surpris si je vous dis que pour expliquer ce qui se passe macroscopiquement, il faut s'intéresser au microscopique, et plus particulièrement à la chimie du bois. C'est assez visible sur les images de cette diapositive, où au centre on voit les cellules d'un bois fraîchement découpées, et juste au-dessus les mêmes cellules, mais qui sont plus de première fraîcheur, qui ont attrapé ce fameux coup de soleil. On remarque assez facilement que ce sont les parois cellulaires qui sont plus gravement atteintes, mais ce qui est vraiment intéressant de savoir, c'est de déterminer quel élément chimique précis de la paroi est le plus sensible aux photons de la lumière. Alors nous avons mis en évidence qu'il y avait entre autres la lizarine. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que la moisissure, elle, ne va pas forcément s'intéresser à cet élément. C'est visible sur la dernière image de cette diapositive où on voit qu'après passage de la moisissure, une structure cellulaire bien différente. En effet, celle-ci s'intéressait à la cellulose. Alors maintenant, la question à $1 million, c'est de savoir comment utiliser ces informations pour protéger mon bois. Et bien finalement, maintenant que l'on connaît les cibles spécifiques de dégradation, une idée innovante serait simplement de modifier cet élément, mais juste cet élément. Par exemple, la lizarine, qui reçoit le photon de la lumière. Si on le modifie par une réaction chimique, et bien en fait on supprime l'initiateur et on bloque ainsi tout le processus de dégradation. On rend alors le matériau bois durable.
ce qui j'espère va pouvoir favoriser son utilisation. Car il ne faut pas oublier, et là je pense que je vais prêcher des convaincus, c'est que le matériau bois a un avantage écologique par rapport à ses confrères comme l'acier ou le béton. Et dans une société qui regarde de plus en plus le dégagement de gaz à effet de serre, avec la COP 21 qui a lieu en ce moment même à Paris, qui va sûrement légiférer sur des nouvelles normes environnementales, eh bien finalement favoriser l'utilisation d'un matériau comme le bois en améliorant sa durabilité, c'est favoriser un matériau qui a une empreinte écologique relativement faible, qui en plus est reconnu comme étant un puits de carbone et qui peut donc être une des solutions qui nous permettrait de résoudre plus ou moins le réchauffement climatique. Merci. Alors, merci à notre dernier candidat. Il nous reste maintenant plus que 2 noms dans la merveilleuse boîte. Le prochain sera donc Géraud Essois. J'espère que j'ai bien dit le nom. Géraud Essois, qui est au doctorat sous la direction de Robert Beauregard et dont le sujet de recherche est le développement d'une stratégie de modification du bois afin de limiter les variations dimensionnelles de produits de lambris dans un contexte d'éco-responsabilité. Alors, en 3 minutes. Juste le titre, ça fait trop penser. Mais là, je vous présente effectivement le bois. Le bois, c'est un matériau que nous connaissons tous, qui rend agréable et confort les espaces que nous fréquentons tous les jours. Le bois installé à l'extérieur de nos habitations, par exemple, qui est un champ particulier, est exposé à différents agents de dégradation comme la pluie, les rayons ultraviolets, la moisissure, la pollution. Tout ceci contribue à la dégradation du bois. Le bois, c'est un matériau qui a une particularité, une propriété caractéristique qui est l'hygroscopicité. En fait, c'est la capacité d'absorber et de relâcher l'humidité en fonction des conditions environnementales dans lesquelles il est installé. On va bien se rappeler, chacun de nous à la maison, l'ouverture d'une porte à une période de l'année où ça frotte un peu, c'est un peu plus difficile. Là. Cette variation de dimension-là crée sur les peintures que nous appliquons sur nos lambris, par exemple, pour l'installation, pour le revêtement extérieur de nos habitations, des stress qui réduisent un peu l'effet ou alors le rôle de ces peintures qui est la protection. Et pire encore, quand le bois a un taux d'humidité élevé, avec la température et l'oxygène, cela offre un confort aux champignons, les moisissures qui s'installent et commencent à dégrader le bois. Mais différent un peu des marmottes qui sortent de leur tanière au printemps et en été et qui se retrouvent dans un restaurant 5 étoiles avec plein de gazon frais. Là, par exemple, les marmottes nous aident à tendre notre gazon, mais là, les champignons, quand ils s'installent, ce n'est pas pour faire du bien au bois, ce qui fait qu'ils commencent à détruire. Le sujet, effectivement, de ma thèse est de trouver un moyen pour pouvoir jouer sur cet effet au niveau microscopique, au niveau de molécules, sur l'effet hygroscopique, sur la propriété hygroscopique, pour permettre au bois d'absorber moins d'humidité, ce qui fait de varier très peu ou par sa dimension, ce qui propose, ce qui apporte moins de stress aux peintures et n'offre pas les conditions idéales aux champignons de s'installer pour sa dégradation. Alors nous avons opté pour une solution acide citrique glycérol, qui sont 2 produits de notre quotidien. L'acide citrique, on le trouve dans tous les fruits. Le glycérol, entreprise pharmaceutique ou cosmétique. Encore mieux, là, on utilise un déchet de l'industrie du biodiesel pour pouvoir rendre le bois plus durable. Ici, nous avons fait un test de sorption d'humidité, où effectivement, notre échantillon traité absorbe moins d'humidité, à un taux d'humidité d'équilibre beaucoup plus bas que les échantillons non traités, ce qui fait qu'on parvient à rendre le bois plus hydrophobe ou alors moins hydrophile, ce qui permet de moins stresser nos couches de peinture, d'offrir moins de possibilités aux champignons de le dégrader et de le permettre plus durable. Ce qui fait comme un enfant, en fait, là, sans défense, on parvient à mieux protéger le bois. Merci. Encore une fois, merci pour la dernière présentation. Donc, il ne nous reste qu'un seul nom. Par souci d'équité, je vais aussi piger. Alors, Karine Ankou va être la dernière présentatrice, qui est à la maîtrise avec Alice Edmondson. Donc, je vais demander à Louis Bernier de faire office de juge
comme remplacement. Alors, le sujet de maîtrise de Karine est les effets de la sécheresse de 2012 sur l'érable et le chêne. Pour 3 minutes. Ok, merci. Fait que je commence pas tout de suite. C'est très impressionnant. Les jeunes aujourd'hui, je trouve qu'ils ont beaucoup plus de facilité à parler que les vieux dans le fond. OK. Fait que moi, je suis entre les deux. Bonjour. J'étudie les effets de la sécheresse 2012 sur l'érable et le chêne. Ici, vous voyez l'escarpement d'Eudelin. C'est au parc Gatineau. En effet, à l'été 2012, il s'est produit une espèce de spectacle assez incroyable, où est-ce que les essences caduques, à peu près toutes, se sont dépouillées de leurs feuilles à la mi-juillet, donc pour minimiser l'évapotranspiration. Donc un signe qu'il s'est passé quelque chose d'assez grave, puisque ce n'est pas un réflexe favorisé par l'arbre de laisser tomber ses feuilles. Donc, selon Environnement Canada, ça a été aussi un record de bas niveau d'eau au lac Saint-Louis, prouvant que la sécheresse a été grave dans son intensité, mais aussi dans sa durée d'à peu près 7 mois. Donc, nos hypothèses tournent alentour des concepts de vulnérabilité et de résilience des peuplements qui sont soumis aux écarts extrêmes de température, mais particulièrement à une échelle locale, ce qui fait une différence par rapport à toutes les études qui se font sur les changements climatiques de façon mondiale. L'objectif principal, c'est de comparer le taux de mortalité entre l'érable et le chêne rouge et blanc, qui sont supposés d'être des essences assez résilientes. Donc, le taux de mortalité, et aussi d'observer des stratégies d'adaptation propres à l'épisode de sécheresse. Vous pouvez voir ici, en premier lieu, une photo hémisphérique qui nous a permis de créer l'indice de surface foliaire qui a permis de définir les classes d'ouverture du couvert qui étaient nécessaires pour créer un gradient dans l'étude. Ensuite, on a essayé d'étudier, d'explorer la résilience grâce à la surface foliaire de l'érable et du chêne, surface foliaire spécifique, qui est connue comme un trait d'adaptation de nature morphologique. Et finalement, dans les parcelles, on a vu d'autres stratégies d'adaptation beaucoup moins documentées dans la littérature, mais qui étaient très fréquentes. Et ce sont, ici, vous voyez les développements des bourgeons adventifs qui ont souvent explosé l'année suivante, ainsi que les rejets de souches souvent attribués pour le chêne. Donc, je crois que cette étude-là permettra de mieux comprendre les stratégies d'adaptation de l'érable et du chêne dans des conditions d'extrême climatique. Et je crois aussi que l'érable possède un grand pouvoir d'adaptation ou de plasticité. Merci. Merci beaucoup, Karine, et merci beaucoup à tous les participants. Chapeau d'avoir relevé le défi. En 180 secondes, c'est pas facile d'expliquer tout le travail qu'on fait. Donc, bravo. Merci aussi aux gens du CEF pour l'organisation, pour la technique. Merci aussi au CRMR. Merci à nos 3 juges, 3 et demi, disons. Alors, on va inviter les juges à se parler un peu justement pour qu'on arrive à nos gagnants. Gagnant qui, je le répète, va être annoncé au cocktail qui va se dérouler au pavillon Abitibi Prize. Donc, j'invite tout le monde à traverser dans la neige. Et un grand merci à tout le monde. J'espère que ça a été apprécié. Merci aux conférenciers également. Donc, voilà, merci beaucoup.